Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs, comme tous les mercredis soirs sur Sud Radio, en compagnie de Denis Jacquet. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio, évidemment, comme tous les mercredis soirs. Avec vous ce soir, on va parler des technologies qui vont changer l'année 2021. Et d'ailleurs, on en parle tout de suite. In a material world. Allez, je vais le dire avec un accent français très moche, mais c'est pas grave. Pourquoi cette chanson de Police? Pourquoi vous l'avez choisie, Denis Jacquet, ce soir? Parce que vous allez découvrir un Olivier Ezrati qui est un type fantastique, qui écume tout ce qui existe de technologie et qui de plus en plus va vers le profond. Donc il est passé du material world à un deep world et on va en parler tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite justement, puisque vous l'avez nommé, c'est notre grand témoin. Bonsoir à vous, Olivier Ezrati. Bonsoir. Vous êtes, c'est ce que dit d'ailleurs Denis, un des plus grands experts français des technologies d'avenir, des nouvelles technologies, on pourrait même dire des futures technologies. Vous êtes auteur chaque année du plus gros rapport sur le CES de Las Vegas, le grand salon. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio. Avec vous justement et avec Denis, on va voir ce qu'on va découvrir en 2021. Denis Jacquet. Alors, Olivier, comme Olivier le sait, je suis dans un hôtel en Afrique et donc je ne suis pas sûr de ma connexion, donc ça va beaucoup vous changer. Je vais poser des questions très courtes. Donc, Olivier, commençons par du très léger, beaucoup plus grand public. De quoi on va parler cette année en 2021 ? C'est quoi les technologies ou les gadgets ou les services qui vont bercer notre quotidien ? Le paradoxe des années technologiques, c'est que comme le numérique est partout, il est dans un nombre de catégories de produits absolument incroyable. Si on veut parler des technologies numériques aujourd'hui, c'est les consoles de jeux, c'est le téléphone, c'est la télé, c'est la set-top box de l'opérateur, c'est l'ordinateur, c'est tout en fait. C'est nos appareils photo, tout ça c'est du numérique. Et tout ça, ça évolue en parallèle. Les montres connectées, les casques connectés, la maison connectée. Et donc dans chacune des catégories que je viens de citer, ça fait quand même presque une dizaine, on a des évolutions tous les ans. Alors il y en a une qui est transversale, qui est fondamentale, qui est en train d'arriver, qui est la 5G. Qui est un petit peu mystérieuse parce que c'est une évolution dans le monde des télécoms qui n'est pas forcément bien comprise, mais comme la plupart des smartphones qui vont être offerts par les constructeurs de téléphones vont adopter la 5G, ou l'ont déjà adopté d'ailleurs depuis 2-3 ans, et que les opérateurs télécoms vont proposer des offres comme Free qui s'est lancé déjà en France, eh bien on va avoir tout d'un coup plein de gens s'équiper, plein de nouvelles applications émerger qui vont tirer parti de ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, par exemple, en prenant 2 ou 3 exemples concrets grâce à la 5G qu'on ne peut pas encore faire ? En termes d'usage, alors il y a un usage prosaïque qui est ce que j'appelle la 4G qui marche. C'est vrai. Mais oui, parce qu'il faut bien voir que la 4G, qui est ce qu'il y a de mieux en théorie aujourd'hui, quand on est ne serait-ce que dans un café à Paris ou dans un café dans une ville en région, ça marche pas toujours très bien. On a un débit qui est assez moyen. Eh bien, grâce à la 5G, on aura un débit qui sera sympa pour faire son Zoom ou son WhatsApp ou autre communication, alors qu'aujourd'hui, ça marche pas quand même. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile. Donc, on va avoir une 4G qui marche. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ça permettra éventuellement d'aller au-delà. Donc d'aller au-delà, c'est-à-dire d'avoir des images de très haute résolution, peut-être de relier les gens les uns aux autres avec des casques de réalité virtuelle augmentée qui nécessitent une plus grande bande passante, donc un plus grand débit des télécoms. Là, c'est un usage additionnel qui permettra peut-être de jouer à plusieurs à distance, des choses comme ça, en situation de mobilité. Et puis tout simplement, on va pouvoir travailler plus facilement à distance, où que l'on soit, dans le train, dans le bateau, peut-être pas le bateau, mais dans le train, en voiture, dans un café. On sera beaucoup plus facilement connecté. C'était assez décrié. Le maire écologiste de Lyon avait ironisé en disant que pour lui, la 5G n'était pas nécessaire puisqu'elle servait surtout, je le cite, à regarder des films porno dans un ascenseur. Caricature pour vous ? Alors, pour le respect que j'ai pour les Lyonnais, c'est le maire de Grenoble, en l'occurrence. Oui, le maire de Grenoble, pardonnez-moi, je me suis trompé. Pas le maire de Lyon. Vous avez raison. Éric Piolle. Ils soient du même camp tous les deux maintenant, il me semble, depuis la dernière. C'est pas Grégory Doucet, c'est Éric Piolle, vous avez raison. Voilà, c'est Éric Piolle. Oui, évidemment, c'est une vision exagérée, même si on sait que dans l'histoire du numérique, le porno a souvent été un attracteur d'usage. On sait que le Minitel a démarré avec ça, les cassettes VHS a démarré avec ça. Mais je m'inscris en faux dans la mesure où la 5G a quand même un spectre d'usage beaucoup plus large, quand même, heureusement. Donc, la 5G, ça permettra de faire plein de choses. Alors, la 5G, elle a un autre attribut, mais qui n'est pas perceptible forcément par le consommateur grand public, c'est qu'elle servira aussi aux industries, aux entreprises.
relier des objets entre eux dans les usines. Et ça, c'est pas des applications grand public forcément. Non, mais il y a qui des peuvent être applications très dans la utiles. santé. Tout à fait. Dans la santé, dans les transports, dans la voiture connectée. Mais en gros, l'usage principal, c'est une 4G qui marche et éventuellement une 4G un peu plus rapide. Et qui marche un peu, en tout cas, qui marche presque partout. J'aimerais qu'on accueille notre premier, restez avec nous, hein, évidemment, vous êtes notre grand témoin, Olivier Ezrati. J'aimerais qu'on accueille notre premier invité, Georges-Olivier Raymond. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le PDG de Pascal. Vous faites notamment des processeurs quantiques. Denis Jacquet. Alors là, on monte effectivement d'un cran, et c'est ce qu'on voulait avec Olivier, qui nous a proposé nos deux invités de ce soir, d'ailleurs, et c'est pour ça que je le remercie, parce que c'est deux sujets stratégiques. Bonsoir, mais voilà, quasiment de souveraineté nationale et européenne. Alors, en quelques mots, Georges, le quantique, c'est quoi pour quelqu'un qui voudrait le comprendre? On parlait de porno et d'ascenseur, là on va parler de quantique et d'ascenseur. Donc on est dans un ascenseur, on a besoin de comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Donc les processeurs quantiques, comme leur nom l'indique, c'est des processeurs, donc ils vont effectuer des tâches comme les processeurs font aujourd'hui. La différence, c'est qu'ils vont fonctionner de manière quantique, c'est-à-dire qu'ils vont permettre des états particuliers qui ne sont pas accessibles d'habitude, qu'on va appeler la superposition d'états. C'est-à-dire que votre bit classique, au lieu de valoir soit 0 ou 1, il va valoir à la fois 0 et 1 en même temps. Et ce côté de superposition, en fait, va permettre de faire du calcul qui est massivement parallèle et donc d'accélérer les performances des processeurs. Donc ça a la même fonctionnalité, mais ça le fait, j'ai envie de dire, beaucoup plus rapidement. Denis ? Et pourquoi, Georges, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de calculs beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants ? Est-ce que c'est uniquement lié au développement de la data ou c'est parce qu'il y a une complexité qui se développe ? Et expliquez-nous finalement pourquoi on a besoin de cette puissance incroyable. Alors, c'est un peu les deux. Olivier l'a dit dans son introduction, hein, on est une société numérique et il y a un besoin de calcul qui ne cesse d'augmenter. L'exemple le plus visible, c'est celui de l'intelligence artificielle hein, qui a émergé maintenant il y a quelques années. Mais on a aussi besoin de puissance de calcul pour faire ce qu'on appelle de la conception assistée par ordinateur. Aujourd'hui, un avion il est entièrement dessiné sur ordinateur. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et aujourd'hui, pour un État, pour l'Europe, avoir une puissance de calcul unique, c'est évidemment un avantage concurrentiel fort. Et aujourd'hui, cette puissance de calcul, elle est difficile à augmenter. Pour ceux qui ont connu l'informatique dans les années 90, vous achetiez un ordinateur une année, et un an après, il était complètement dépassé par la nouvelle génération, et il fallait en racheter un. Et d'ailleurs, c'est une des clés du succès de l'informatique, hein, c'est ce développement extrêmement rapide. Et là, aujourd'hui, c'est plus difficile à faire. C'est plus difficile et ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher en termes d'énergie. Parce qu'on met de plus en plus de processeurs pour continuer à augmenter cette puissance de calcul. C'est ça. Et si vous regardez un supercalculateur, aujourd'hui, en fait, c'est une vraie installation industrielle. Hein. C'est presque une usine. C'est une usine en tant à lui tout seul. Peut-être une dernière question, en tout cas, Georges-Olivier Raymond. Où en est l'Europe, justement, par rapport à la Chine, par rapport au Japon ou alors aux États-Unis ? Les processeurs classiques sont essentiellement américains. Ouais. Donc, si les États-Unis décident de plus fournir de processeurs, vous imaginez la situation. Donc, les processeurs quantiques, c'est quelque chose qui est encore très nouveau. Donc, tous les pays sont en train de les développer. Donc, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour être les premiers et donc de prendre une place sur ce marché et d'avoir des processeurs qui seraient européens et même français. Ouais. En tout cas, ni l'Europe ni la France ne sont largués dans ce domaine. Ça, c'est important de le souligner. On a encore notre chance de justement dominer un secteur. Ah bon, on est même, on est même en avance. Hein. Ouais, du point de vue académique, on est en avance. Et dans la façon d'entreprise, Pascal, la société que je dirige, ça a été une des toutes premières à être créée sur cette technologie. Eh bien, continuez à grandir. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mon cher Georges-Olivier Raymond. C'est tout ce qu'on vous souhaite, notamment pour 2021 qui arrive à grande vitesse. Merci à vous d'être intervenu dans les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le PDG de Pascal, Pasqal.
et que vous faites justement ces processeurs quantiques, des processeurs surpuissants. Les vraies voix qui font bouger la France, et en particulier les voix des entrepreneurs, reviennent dans un instant sur Sud Radio avec Denis Jacquet, évidemment, et en compagnie de notre grand témoin Olivier Ezrati. On va continuer avec vous, justement, Olivier Ezrati, à découvrir ces nouvelles technologies qui vont nous faire rêver et progresser en 2021. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Tous les mercredis soirs, vous en apprenez un peu plus, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, sur les goûts musicaux de Denis Jacquet, qui a choisi Madonna aujourd'hui, Material Girl. Denis Jacquet, on continue avec vous à explorer les grandes innovations, les grandes inventions qu'on vivra en 2021. Et on le fait aussi avec notre grand témoin, Olivier Ezrati, justement. Tous les ans, d'ailleurs, Olivier Ezrati, vous faites le plus gros rapport possible sur le salon du high-tech, le CES de Las Vegas. Est-ce que vous avez de quoi être optimiste et peut-être plus optimiste que d'habitude quand vous voyez cette année arriver, 2021, Olivier Ezrati? C'est une année complexe. C'est une année qui a vu les grandes entreprises du secteur des technologies continuer à innover, mais de manière plus discrète. Elles ont eu les mêmes difficultés à faire travailler leurs collaborateurs que les autres. Donc, elles ont travaillé un petit peu au ralenti. Elles ont été amenées aussi à revoir un petit peu leur plan, parce que les besoins des utilisateurs ont un petit peu évolué. Je vous apprends rien en vous racontant que les besoins sont orientés vers le télétravail et les télécommunications, peut-être plus que d'autres besoins plus classiques, comme qui se tournent autour de la voiture, par exemple. La voiture a été moins utilisée pendant 9 mois, donc ça a eu un impact indirect. Les besoins de visioconférence, les besoins d'avoir la capacité à échanger avec ses proches ou avec ses collaborateurs à distance, avec de la vidéo, de l'audio, de la qualité, tout ça, ça joue un rôle. Ça aurait pu permettre potentiellement en 2021 le développement de ce qu'on appelle la réalité augmentée et la réalité virtuelle, en gros qui consiste à utiliser des casques, des lunettes pour voir à distance autre chose ou pour jouer à plusieurs. En fait, on n'en sait rien parce que moi j'attends le CES de cette année pour voir un petit peu les innovations qui vont Question sortir. Importante d'ailleurs, aura-t-il lieu beaucoup il a lieu, mais de événements. manière virtuelle, c'est-à-dire que c'est un faux salon, c'est-à-dire qu'il y aura des sites web, il y aura surtout des conférences de presse en vidéo qui permettront de découvrir les nouveautés, surtout des grands acteurs, les Samsung, les LG, les Panasonic, les Sony, etc. On verra aussi beaucoup de conférences de presse de sociétés qui, personnellement, m'intéressent beaucoup, qui sont liées au sujet qu'on va discuter ensuite, qui sont les sociétés qui fabriquent des composants électroniques. Alors, c'est des sociétés qui font des produits que les consommateurs ne voient pas, mais qui rentrent dans leur téléphone, dans leur télévision, dans leur ordinateur. Et très souvent, si on veut comprendre ce qui va se passer dans les évolutions de nos usages et de nos produits, il faut regarder de ce côté-là. Et par exemple, si vous voulez savoir ce que votre prochain smartphone Android va apporter comme fonctionnalité dans les mois qui viennent, il suffit de regarder ce que les fabricants de processeurs qui ont annoncé leur nouveau modèle en décembre vous proposent. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé en décembre ? Des processeurs plus puissants et plus rapides, avec de la 5G pas chère, surtout de la 5G pas chère. Parce que avant, il y a 3-4 ans, quand on mettait de la 5G dans un téléphone, on était obligé de mettre un composant qui coûtait cher et qui consommait beaucoup d'énergie à côté du processeur principal. Maintenant, c'est dans le même composant. Ça coûte moins cher, ça rentre dans des téléphones qui sont plus d'entrée de gamme, donc c'est accessible à un public qui est beaucoup plus large. Donc, ça transforme le marché. La démocratisation. Ça élargit le marché. Et ça fait. La conséquence, c'est que comme il se vend environ 1,5 milliard de smartphones par an, il est très probable que le taux d'équipement des consommateurs dans le monde entier en téléphone supportant la 5G va exploser très rapidement en à peine 3-4 ans. En à peine 3 ans. Denis Jacquet. Oui, du coup, je voulais reposer une question, Olivier, sur la Chine par rapport au quantique, mais on a notre invité qui nous attend derrière. Mais pour moi, d'ici, vue d'Afrique, où je suis encore pendant quelques jours, la démocratisation potentielle de la 5G, c'est des accès exceptionnels d'inclusion, au service de l'inclusion. Mais je pense que Olivier partagera ce constat, je pense. Bien sûr, oui. De toute façon, ce qui compte dans la 5G, c'est pas évidemment que le téléphone ou les fréquences utilisées par les opérateurs, c'est évidemment les usages. Et c'est très difficile de prévoir à l'avance les usages qui vont émerger quand une nouvelle technologie de télécommunication émerge. Quand la 4G est arrivée, les opérateurs télécoms n'ont pas inventé Instagram, WhatsApp, TikTok et autres Pokémon Go. C'est arrivé après. Et donc, ce qui risque de se passer avec la 5G, c'est que contrairement aux prévisions des grands acteurs industriels qui consistent à dire oui, ça va équiper les véhicules, la santé connectée, la maison connectée ou les entreprises avec les industries, etc.,
moi, je pense que ça va arriver via des applications grand public qui vont être adoptées du jour au lendemain par 250 millions de personnes, comme l'a été Pokémon Go il y a 4 ans, et ça va faire une traînée de poudre. Et les entreprises qui, elles, lancent des projets qui durent entre 5 et 10 ans, elles vont être derrière à la fin. Donc, c'est plutôt le grand public qui va traîner, qui va drainer l'usage. Surtout si, 1, les téléphones coûtent le même prix que d'habitude, ce qui est plus ou moins enclenché, et si 2, les opérateurs télécoms, comme ce que Free a annoncé en décembre, ont des offres qui seront à des prix acceptables, ce qui semble être le cas pour l'instant. En tout cas, j'aimerais qu'on rejoigne tout de suite notre deuxième invité ce soir, Xavier Gaudron. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio, autre secteur presque qui aurait relevé de la science-fiction il y a quelques années. Vous produisez, vous, de l'ADN de synthèse. Vous êtes CTO. Denis Jacquet. Oui, alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que parler d'ADN de synthèse la veille du 31 décembre sur une émission grand public, c'était pas gagné. Et au contraire, on va découvrir grâce à Xavier que c'est juste fantastique. Alors Xavier, une question simple. Vous qui travaillez avant notamment sur les biocarburants, les biofuels, vous avez démarré comme ça. Vous avez fait une pépite, on peut le dire. Vous avez levé depuis le début pratiquement 100 millions d'euros, ce qui est un cas assez rare en France et en Europe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de l'ADN et à quoi ça sert aujourd'hui ? L'ADN, c'est une molécule qui est clé dans le vivant. On dit souvent que c'est le code de la vie. Et en fait, c'est une longue molécule, c'est un polymère qui est composé de 4 nucléotides différents, A, C, T et G. Et l'ordre de ces nucléotides va encoder une séquence qui a un sens pour notre cellule. C'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure de code digital, les 0 et les 1, qui sont interprétés par les ordinateurs. ADN Script, on a développé une nouvelle technologie pour écrire cette molécule d'ADN. Et notre premier produit, c'est une sorte d'imprimante à ADN qui va permettre aux utilisateurs qui sont des chercheurs en sciences de la vie, de faire plus d'expériences, de les faire plus rapidement et de contrôler complètement leur supply chain. Donc vous avez parlé des applications en bioproduction, donc pour faire des biocarburants. Il y a aussi tout un tas d'applications dans la pharma, dans la santé. On en a beaucoup entendu parler récemment avec le Covid. Bien sûr. Exactement. Dans tous les tests de qPCR qui sont maintenant familiers d'un grand nombre de personnes, il y a des fragments d'ADN qui sont nécessaires pour faire ces tests-là. L'ADN, c'est aussi nécessaire pour faire du séquençage, pour identifier les mutations du virus, comme on a pu le voir en Angleterre récemment. Et c'est aussi nécessaire pour les vaccins ARN, dont on a aussi beaucoup parlé, qui viennent notamment des États-Unis en ce moment. Et du coup, vous êtes pionnier avec votre entreprise, celle que vous avez cofondée, DNA Script. C'est-à-dire, vous êtes un des premiers à vous être lancé vraiment dans ce domaine ? On est un des premiers à s'être lancé dans une nouvelle version de ces technologies de synthèse d'ADN. Il y a des technologies existantes qui ont permis aux industries pharma et de santé d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et nous, on vient apporter une nouvelle génération de ces technologies-là. Denis Jacquet. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, Xavier Gaudron. Un petit peu comme le quantique, on est une technologie habilitante qui permet à d'autres chercheurs, à d'autres sociétés de développer des applications. C'est ça, de développer des tonnes de nouvelles applications. Denis Jacquet ? Oui, alors une question qu'on a posée aussi à Georges et pour Olivier, qui était une question un petit peu transverse aujourd'hui. Donc il y a le Covid, ça a eu un intérêt, mais il y a aussi effectivement cette notion de souveraineté européenne. Parce que Xavier, vous avez eu des investisseurs français, ça c'est rassurant, qui ont investi massivement dans votre entreprise. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement ce que vous faites, c'est aussi un élément de souveraineté et de compétition internationale incroyable pour un pays comme la France et un continent comme l'Europe ? Oui, je pense que ce qui est important pour notre souveraineté, c'est qu'on ait des entreprises qui soient innovantes et qui soient compétitives sur le plan international. Nous, on a reçu des financements d'investisseurs français, de la Banque publique française aussi, qui sont nos investisseurs. Il y a des investissements venus de l'étranger. Et je pense qu'on a besoin de tout pour être compétitif. Xavier Gaudron, est-ce que c'est la légende urbaine selon laquelle c'est plus difficile de réussir en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple ou les États-Unis, est-ce que c'est vrai ou vous êtes la preuve du contraire ? Quand vous vous comparez aux autres entreprises du même âge qui sont nées en Allemagne ou alors aux États-Unis ? Je pense qu'en France, on a beaucoup de jeunes entreprises qui réussissent à avoir une taille un peu similaire à celle de notre entreprise. Il y a assez peu d'entreprises qui réussissent à devenir de réelles grosses entreprises. C'est un petit peu ça qui pêche. C'est dû à quoi au début ? Je pense qu'il y a une partie qui est due à la taille du marché, il y a une partie qui est due à la culture, une partie qui est aussi peut-être due aux mentalités, même si je pense que c'est en train de changer, aux capacités de financement aussi des pays. Mais je pense qu'on évolue plutôt dans la bonne direction. Ouais.
On évolue dans la bonne direction. Ce sera en tout cas une des bonnes nouvelles de 2021. On l'espère avec vous, en tout cas, Xavier Gaudron. Restez avec nous. Denis Jacquet. Moi, je pense qu'effectivement, on a eu ce soir 2 technologies complexes qui ont des utilisations qui sont juste incroyables et qui peuvent nous donner d'un pouvoir. On a les chercheurs, on a les mathématiciens, on a des très belles boîtes et comme le disait Xavier, souvent on ne prend pas assez de risques pour, y compris d'accepter perdre de l'argent sur des boîtes comme ça. Et en fait, ce qu'il faut accepter de faire, comme la Chine et les États-Unis, c'est d'accepter qu'on va perdre souvent. Et c'est pas très grave parce que le peu de fonds qu'on va gagner, ça récupère l'ensemble. Donc c'est pour ça, merci Olivier aussi de nous avoir présenté à la fois Xavier et Georges, parce que je pense que c'est deux secteurs vraiment stratégiques et je suis très heureux qu'on les ait présentés dans une émission dite de grand public comme ça le soir du 30 décembre. C'est très important également justement de montrer que la France quand même produit beaucoup de talents, est à la pointe et que surtout elle a des entrepreneurs qui sont à la pointe. Vous-même Olivier Ezrati, lorsque vous analysez tous les ans le CES de Las Vegas, le sommet vraiment de toutes les hautes technologies, on n'est pas si en retard que ça quand même. On adore la notion de retard, il faut l'analyser sous l'angle scientifique, sous l'angle économique. Il y a plein de manières de le regarder, ce retard. Et ça peut être aussi l'adoption dans le pays des technologies. Alors, l'avantage qu'on a avec les 2 startups qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est qu'il existe des domaines de technologie de pointe qui sont le reflet de travaux d'excellence dans le domaine de la recherche où on a nos chances. Dans les produits qu'on appelle les produits de commodité, où il y a déjà des acteurs américains ou asiatiques qui sont établis, là, il y a quasiment peu de chances de s'imposer. Là, on a nos chances. Donc, il faut investir là-dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement français doit bientôt annoncer un plan sur les technologies quantiques. C'est très important de soutenir nos entrepreneurs et nos chercheurs pour réussir dans ces domaines-là. Par contre, la souveraineté, ça ne se décrète pas. C'est un ensemble de recettes qu'il faut appliquer. Et la principale recette derrière l'avantage scientifique et technologique, c'est de vendre et de vendre à l'étranger, de marketer ses solutions. C'est pas forcément là où on est les meilleurs, mais c'est là où on apprend. C'est une culture, la culture de l'ingénieur qui n'est pas proche du marketing et la culture du marketeur qui n'est pas proche de la technologie. Et le fait qu'on n'est pas bon en anglais, c'est bête, ça ne nous aide pas. Et donc, toujours vrai. Plus nos jeunes parleront bien l'anglais et travailleront avec des équipes internationales ou feront des études à l'étranger, plus ils se projetteront à l'export dans les pays étrangers, et notamment aux États-Unis, parce que ça reste encore le pays qui fait la pluie et le beau temps dans l'adoption des nouvelles technologies de pointe, plus on réussira. Et d'ailleurs, si vous regardez les entreprises françaises du secteur des technologies qui réussissent le mieux, ce sont en général celles qui se sont implantées le plus rapidement aux États-Unis. Ce sont lesquelles, pour donner quelques noms qui seront connus? C'est pas forcément des noms très connus du grand public, mais des sociétés comme Talend, comme Criteo, plus récemment, c'est souvent des sociétés qui en fait font des logiciels destinés aux entreprises. Oui, mais c'est bien aussi autant aussi qu'on nomme les entreprises qui ont réussi et qui ne sont pas forcément connues du grand public. Il faut les féliciter. Tout à fait. Oui, il y a aussi des entreprises qui ont été acquises, comme Neolan, qui était une société dans le marketing qui a été rachetée par Adobe, mais qui a une société qui a été rachetée avec un très bon prix. Donc on a eu des cas comme ça qui ont bien fonctionné. On a des sociétés récemment comme Algolia, comme Dataiku, qui sont des sociétés qui font des logiciels d'intelligence artificielle pour les entreprises qui s'implantent aux États-Unis, qui ont eu de très bons niveaux de financement par le capital risque. On est capable de faire grandir des sociétés. Par contre, effectivement, comme dit Denis, il y aura des échecs. Si vous n'avez pas d'échecs, ça veut dire que vous n'avez pas testé. C'est qu'on n'a pas essayé, effectivement. C'est le principe, en tout cas, de l'entrepreneuriat. J'aimerais vous remercier, en tout cas, Olivier Ezrati, d'être intervenu sur Sud Radio ce soir pour les dernières voix. Vous serez la dernière voix des entrepreneurs sur Sud Radio de l'année 2020. Vivement 2021, vous l'avez vu. La France a du talent, les entrepreneurs aussi en ont. Merci à vous, Denis Jacquet, d'être intervenu pareil. Bonne année presque. Vous êtes pressé. Vous faites partie de tous ces gens qui sont très pressés, en tout cas, d'arriver en 2021. On va y arriver. Merci à vous. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans un instant sur Sud Radio. Parlons vrai, toujours. On est sur Sud Radio avec les entrepreneurs. Vous retrouvez dans un instant, même tout de suite d'ailleurs, Stéphane Soumier. C'est sur Sud Radio et sur Bismart.